La Banque d'Israël a baissé son taux de 0,25% et annonce qu'elle continuera dans ce sens. Il manque des cottages dans les rayons. C'est en vérité un symptôme de ce qui se passe dans l'économie israélienne. Comme chaque semaine, Daniel Guggenheim, docteur en économie, va nous parler des taux directeurs, du taux directeur de la Banque d'Israël. Il va nous parler cette semaine du cottage, pourquoi se raréfie-t-il dans les rayons, et puis d'une start-up incroyable qui fait la fierté d'Israël, et également, bien sûr, des placements financiers. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Vous allez sûrement apprendre plein de choses ce matin. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec la Banque d'Israël. La Banque d'Israël, on l'attendait, mais ça y est, c'est annoncé, a décidé de baisser son taux directeur de 0,25%. Est-ce que ça va changer des choses pour nous, consommateurs ? Oui, vous avez, comme d'habitude, bien introduit le sujet. Ce fut effectivement cette annonce de la baisse du taux directeur de la Banque d'Israël, le sujet central cette semaine dans la presse économique, qui va avoir sûrement des conséquences, et on va en parler que maintenant. Alors, ce qu'il faut revenir d'abord sur les faits, ça a baissé de 0,25%. Ça va rentrer en fonction déjà ce jeudi. Donc, c'est quelque chose de très rapide. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la deuxième fois consécutive où il l'a fait, c'est-à-dire que la dernière fois, ils s'étaient réunis pour décider qu'est-ce qu'on fait. Ils avaient déjà baissé de 0,25%. Et depuis qu'il a commencé à baisser, ça fait 3 fois, ce qui est pas mal. Et on en est maintenant à 3,5%. Pour la Banque d'Israël, et ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire le taux bancaire, il est 1,5% de plus, 5%, parce que les banques se prennent une marge comme on connaît. Maintenant. Sans blague, Daniel. Maintenant. Pour les conséquences, d'abord, ce que les journaux ont précisé, bien entendu, c'est sur les prêts longs, comme les mashkantaot, c'est-à-dire les prêts hypothécaires, où il y a souvent un circuit qui s'appelle lié aux primes. Et on considère que cette baisse-là va encore baisser, pour ceux qui ont pris ce circuit, de 60 shekels par mois, ce qui paye. Va encore baisser, ça veut dire qu'avec la baisse du taux directeur, on aura à peu près 60 shekels de moins par mois. Voilà. Et il y en a même, j'ai vu le chef de tout ce qu'on appelle les conseillers en mashkantaot, les conseillers en hypothécaire, en prêt hypothécaire. En prêt hypothécaire, c'est très connu. Et lui, il a considéré que depuis que la Banque d'Israël a baissé ses taux, c'est 3 fois qu'on a parlé, lui, il voit même jusqu'à 300 shekels. Il faut dire, ce sont par mois d'économie. Ça, c'est pas mal. Parce qu'il passe bien sûr sur des 25-30 ans de mashkantaot. C'est la première chose. Est-ce qu'il y a eu un effet sur le shekel ? Le shekel a un peu baissé depuis, c'est-à-dire le dollar est repassé carrément au-dessus de 3 shekels, 3,04. L'euro s'approche de 3,50 alors qu'il était il n'y a pas longtemps à 3,25. Mais en vérité, à mon avis, c'est pas ça qui a fait baisser le shekel. C'est parce que c'était attendu, une mesure attendue, donc le marché le savait. C'est le fait qu'on a appris, la Banque d'Israël a publié, que le mois dernier, en juin, elle a acheté pour $1 milliard la vente du shekel pour acheter du dollar. Donc, on voit que la Banque d'Israël dit au marché, en vérité, moi, je veux pas que le shekel se renforce trop. Je veux pas non plus qu'il baisse parce que ça me remettrait l'inflation. Mais donc, c'est à mon avis ça qui a joué. Et la bourse, elle est là. On aurait pu penser que ça aurait augmenté. Il y a un jour oui, un jour non, et ça n'a pas eu d'effet vraiment parce que, comme j'ai expliqué, comme c'est une nouvelle déjà connue. Alors, comme d'habitude, il y a le florilège des réactions à cette décision. Le ministère des Finances n'est pas content parce qu'il voulait le double. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Si déjà on parle de ce qu'il voulait et de ce qui va se passer. La Banque d'Israël a expliqué la chose suivante. Cette année, maintenant, après cette baisse, le taux de la banque directeur de la Banque d'Israël, 3,5. Va baisser Il est maintenant 3,5. OK. Et il va baisser de 0,5% l'année prochaine et il sera à 3%. Voilà, c'est la prévision qu'il a fait. Ça indique au marché, sachez que vous devez, dans vos investissements et autres, considérer que, sans doute, normalement, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, je baisserai encore le taux et c'est bien pour les placements. C'est plutôt bien, maintenant, surtout pour la bourse et autres et pour les investissements dans l'immobilier, comme vous me disiez c'est important, ça touche tout le monde, puisqu'on sait très bien que les promoteurs ont beaucoup d'appartements sur les bras, ils veulent vendre, donc voilà, c'est un argument de vente important. Voilà, je dirais juste ce qui est important, ce sont donc les prévisions qu'il a fait économiques qui sont beaucoup plus optimistes que ce qu'il a fait quand il a parlé il y a 2 mois.
Et il a dit d'abord qu'il voit l'inflation baisser. Il voyait, c'est-à-dire, dans sa prévision, il avait parlé sur 12 prochains mois de 2,2, et là, il va jusqu'à 1,8%, c'est-à-dire bien en dessous de ce qui est le milieu de l'objectif, qui est entre 1 et 3%. Et donc, ça veut dire aussi que si sa prévision, comme je l'ai dit, s'accomplisse, alors il pourra bien baisser les taux. C'est la première chose. Il dit que la croissance va être plus forte que ce qu'il avait prévu. Il parle de 4% en 2026 et 5,5% en 2027, et que le déficit, lui, il le voit en 2026 à 4,9 et l'année d'après à 4,2. Moi, je dirais, c'est bizarre parce que s'il regarde maintenant, il est en dessous de 4. Donc, je ne sais pas ce qu'il voit. Peut-être qu'il voit des dépenses militaires et autres. Mais comme ça lui donne la possibilité aussi la prochaine fois de réviser sa prévision et d'être encore plus optimiste. Bon, bah c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, on va continuer avec un produit qui se raréfie dans les rayons, un produit de grande consommation, surtout pour les Israéliens. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est le cottage, voilà, qui disparaît peu à peu de certains rayons. On se demande si c'est un complot, voilà, des patrons de Tnuva, ou si c'est tout simplement un problème technique. Oui, tout à fait. Donc, vous avez bien dit, le cottage se raréfie. Et il y a eu dans Internet, des sites complotistes, ou enfin des réseaux sociaux qui disaient peut-être Tnuva fait ça, de raréfier le cottage pour pouvoir augmenter les prix. Or, il faut voir que les patrons de Tnuva sont chinois. Bah oui, tant qu'on parle du complot, allons-y jusqu'au bout. Or, il n'en est rien. De quoi il s'agit? Il y a un entrepôt automatisé de Tnuva qui rentre le cottage dans les pots de cottage. Or, depuis quelque temps, il a un problème technique. Il est en panne, en fait. Il est un peu en panne, pas totalement, mais un peu. Et or, cette automatisation a été faite par une société allemande qui s'appelle Domatic et qui ne veut pas envoyer ses techniciens allemands en Israël, bien qu'il se fait à cause du problème sécuritaire. À cause de la guerre. Ils ont peur d'être bloqués en Israël si une guerre se déclenchait soudainement. Oui. D'accord. Plus que d'être bloqué, d'être... Et personne ne sait réparer cet appareil, sauf les techniciens allemands. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, je dis, ce problème de cottage, c'est le symptôme de l'économie israélienne. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un monopole presque de Tnuva. D'après les chiffres que j'ai vus, Tnuva, c'est 50% du marché. Il y a Strauss et Tara qui existent aussi, mais bien entendu, si lui, ça baisse, alors ils n'arrivent pas à compléter, les autres n'arrivent pas à compléter. D'ailleurs, il paraît que dans les super maintenant, à la place du cottage, on met d'autres produits pour que le rayon ne paraisse pas vide. Mais il y a ce problème du monopole. Deuxième problème qui est suivant, c'est intéressant, ils disent comme ça. Nous, en fait, on a augmenté notre production de cottage de 4,5% cette année, mais la consommation de cottage en Israël en 2026 a énormément augmenté pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a plus de gens qui sont en Israël parce qu'il y a moins de gens qui sont à l'étranger. Et il y a surtout maintenant une mode d'utiliser le cottage pour faire des gâteaux, pour faire des bons mets. Ça, c'est pas des boissons healthy. Ouais, ça, c'est plutôt votre domaine à vous, Cathy. Mais et donc, ils expliquent que c'est une des raisons aussi pourquoi il y a cette raréfaction du cottage. Bon, alors on est content d'abord de savoir on espère en tout cas que ça va s'arranger pour les aficionados du cottage, on l'espère. On continue avec la fiscalité. Alors, fiscalité dans les placements financiers, c'est assez important. Elle n'est pas toujours très égalitaire. Certains sont exemptés de payer des taxes, d'autres non. Et apparemment, on voit que en Israël, on a envie d'harmoniser tout ça. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Effectivement, il y a eu maintenant un rapport définitif qui a eu beaucoup de temps à être pondu par les régulateurs d'Israël, c'est-à-dire Banque d'Israël, Reshut ניירות Areth, ce qu'on appelle en France l'autorité des marchés financiers, Reshut Shuk Ahon, c'est aussi une autorité, mais plutôt sur les assurances, et les impôts aussi, bien sûr, c'est important, quand on parle de fiscalité, Reshut Amissim en Israël. Donc, vraiment, les régulateurs qui comptent, et me semble aussi un représentant du ministère des Finances. Et quelle est l'idée?
l'idée de dire, et c'est vrai d'ailleurs factuellement, qu'il y a une disparité dans les conditions fiscales des différents placements financiers. D'abord, vous avez des placements financiers qui sont tout à fait défiscalisés. C'est très rare. Keren Ishtalmut, c'est-à-dire les fonds de formation dont les bénéfices sont totalement comme j'ai dit, défiscalisés, qu'on peut prendre après 6 ans et 3 ans même si on a une formation. Donc c'est vraiment un grand cadeau. Et depuis longtemps d'ailleurs, le ministère des Finances à chaque budget essaye d'enlever cet avantage. Et là, l'Istadot n'est pas content. Mais autre chose aussi qui est, par exemple, ce qu'on appelle les Kupat Gemel HKA, c'est-à-dire les fonds, on dirait, caisses de retraite pour investissement, que si on a à partir de 60 ans, on a mis de l'argent là-bas, on peut retirer par mois, pas toute la somme, mais ce qu'on appelle une kitzba en hébreu, c'est-à-dire une allocation par mois, qui serait complètement, elle aussi, défiscalisée. Alors ça aussi, il y a là-bas une sorte un peu d'exonération. Maintenant, quelle était l'idée centrale de cette idée? Comme j'ai dû dire, les problèmes de fiscalité ne doivent pas intervenir dans le choix des gens lorsqu'ils font des placements financiers. C'est l'idéal, point de vue économique. Parce que, par exemple, je dis, il y a des gens, quand on investit dans les casse-pilotes, c'est-à-dire les SICAV monétaires, quand il y a une nouvelle SICAV monétaire qui se fait, dont je parle souvent, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comme des dépôts bancaires, mais c'est tous les jours liquides du lundi au jeudi, il y a des fonds qui apparaissent avec des frais de gestion très, très faibles. Qu'est-ce qu'ils font l'année d'après? Ils les augmentent très fortement, par exemple, de 0,02 à 0,2. Pourquoi ils font ça? Les gens ne vont pas vendre après, parce que les différences des rentabilités entre différentes SICAV monétaires ne sont pas très importantes. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont que s'ils retirent, ils vont immédiatement payer à l'État 25% sur le... on a un peu pieds et poings liés. Voilà, exactement. Et l'idée aussi de dire que, par exemple, pas très juste, les polices Trisachon, aussi les polices d'épargne, sont vendues, distribuées par les assureurs qui nous connaissent, qui ne sont pas obligés d'être pour ça des conseils d'investissement. Et en vérité, c'était quelque chose... Il y a des abus. Et donc, ils ont voulu réguler tout ça en disant, on va donner jusqu'à une exonération, quel que soit, on aura un compte, comme ça, c'était l'idée du rapport. Avec un compte, une somme. Un compte global qui sera, vous ferez ce que vous voulez et vous aurez jusqu'à une exonération de 200 000 shekels de bénéfices. C'était ça l'idée et les gens, même, ont vu ça dans la presse, ils m'ont même contacté, est-ce que vous y croyez? Et ma réponse est absolument pas. Ça n'existe pas et ça n'aura pas pour plusieurs raisons. D'abord, quand il y a eu ce rapport qui a été fait, immédiatement, la Istadot est venue, elle a dit, on sait très bien ce que vous voulez, vous, au fisc. Vous voulez prendre tous les avantages que vous avez qu'on a sur les retraites, sur les fonds de formation, et comme ça, vous voulez rentrer ça dedans. Il n'en est pas question. C'est-à-dire, vraiment, ça sera la guerre. Donc, ça n'arrivera pas. Deuxièmement, ça, c'est la rechute Shukaon, celle qui est au-dessus de tous les assureurs qui vendent le produit de police Trisachon et Kupat Gemel HK, comme j'ai dit, polices d'épargne, ils ont des avantages fiscaux. Il n'en est pas question qu'ils vont accepter que ça soit comme des SICAV. Et donc, la seule qui a vraiment intérêt à ça, c'était Rechute Intérêt et bien sûr les fiscalités qui pensaient pouvoir comme ça gagner beaucoup plus d'argent. Et à mon avis, vu ce qu'on sait, vu les corporations ce que c'est en Israël, voilà, ouais, et bien sûr, il faut une loi. Et donc là, on est à la fin de la période. Comment dire, dans 2 semaines, une semaine, c'est terminé. C'est les vacances. Et donc après, il y aura un nouveau gouvernement. Je ne vois pas ça arriver. Donc enlevez ça de votre tête quand vous devez. C'est pas. Ça n'arrivera pas. On a compris, voilà. Daniel. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce point. On va finir avec un truc sympa qui nous fait plaisir, qui met du baume au cœur. C'est Enlight Energia, qui est spécialisé dans l'énergie durable et qui fait partie, écoutez-moi bien, des 500 sociétés dans le monde qui font progresser l'humanité. Rien que ça, on est vraiment très fiers, Daniel. Oui. Vous remarquez que j'arrive chaque semaine à trouver une très bonne nouvelle sur les startups israéliennes. Bien sûr, mais évidemment. Et des fois, c'est pas très difficile de les trouver. On est quand même la Startup Nation, c'est normal. Voilà, tout à fait. Alors, cette liste du Time, qui s'appelle Most Impactful Companies, c'est une base, c'est donc une liste, comme vous l'avez dit, de 500 sociétés dans le monde entier qui sont considérées, d'une part, comme ayant fait avancer l'humanité, et deuxièmement, qui ont aussi une bonne situation financière. Et lorsqu'ils font cette liste-là, ils se basent sur des données de grands groupes internationaux. Qu'est-ce que je veux dire? La Banque mondiale, l'OCDE, l'OMS,
Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très sérieux et c'est formidable, comme vous l'avez dit, que Enlight fait maintenant partie de ces 500 entreprises mondiales qui ont donc ce titre-là. Et Enlight elle-même, c'est une société qui a été faite en 2008. Elle est bien entendu présente en Israël pour l'énergie durable. Elle a, par exemple, celui qui va dans le Golan, il voit là-bas quelque chose qui s'appelle Ramat Bereshit. Dans le Negev aussi, ils ont là-bas fait des choses concernant l'énergie durable. Ils sont aussi connus aux États-Unis, surtout en Arizona, mais ils sont bien sûr présents aussi en Europe et en Asie, et vraiment un des fers de lance de l'énergie durable dans le monde entier. Et aussi de pouvoir la conserver. C'est très important maintenant de pouvoir conserver pour, lorsqu'on voit qu'il y a un pays qui manque, etc., pouvoir lui envoyer. Donc, c'est aussi important, cette idée. Maintenant, bien entendu, pour faire plaisir aussi à nos auditeurs, cette société-là, c'est ce que j'attendais. depuis donc un an, a augmenté de 225%. Elle est cotée et à la bourse d'Israël et au Nasdaq, donc c'est une très bonne société. Et elle a un multiple de ses bénéfices très très importants de près de 200. C'est-à-dire qu'elle est très très appréciée par les investisseurs parce qu'ils voient les bénéfices annuels de l'ordre de 300 millions de shekels, qui sont importants, et aussi des chiffres d'affaires de plus de 1 milliard de shekels par trimestre. Maintenant, ce que je voudrais dire, et terminer là-dessus, je l'avais dit une fois ici, comme ça, écrit dans le ActuJ, mais les gens aiment bien avoir comme ça des petits tips ou des tuyaux. Le secteur de l'énergie verte en Israël, on peut acheter en tant que secteur, il y a des paniers pour ça. Bien sûr. Les analyses, c'est quelque chose de très très bien. Et ils ont fait, par exemple, depuis le début de l'année, 50%. Bien entendu, je veux rappeler, c'est quelque chose de très volatile, et ces derniers jours, quand la bourse a été moins bien, vous avez des fois des baisses de 5% par jour. Donc, il faut garder quelque chose à moyen terme ou à long terme. Mais ce qui est très très important de dire que vraiment, cette société représente bien Israël au niveau de l'énergie durable, qui est un des défis du monde entier. Est-ce que vous pensez que ça va continuer d'augmenter? Oui, c'est ce que je pense, oui. Parce que, encore une fois, il peut y avoir des jours en bourse où c'est mauvais et ils en souffrent pas mal. Mais si on regarde sur une période plus étendue et sur l'avenir, ce que vous dites, c'est sûr que ce secteur-là et cette société-là aussi a des beaux jours devant elle. Alors, merci pour toutes ces infos qui mettent du baume au cœur. Elles étaient plutôt positives comme souvent, mais là, positives et concrètes, donc ça nous fait bien plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir.